Bienvenue dans le débrief sur Medi 1 TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. C'est la pire crise que l'on ait connue, du moins, si l'on s'en fie aux propos de le FMI, le Fonds monétaire international. L'économie africaine, voire mondiale, s'est fragilisée au contact de la Covid-19. Le chômage et d'autres difficultés vont exploser. Les États africains se mobilisent, du moins ceux qui en ont les moyens, pour relancer leur économie. La croissance peut-elle repartir? Si oui, dans quelle direction? Élément de réponse avec mes invités sur le plateau. Monsieur Adama Ouad, vous êtes directeur de publication de Financial Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et juste en face de vous, nous avons Dr Ndongo Mané Kébé, chercheur au laboratoire de recherche économique et monétaire. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Plaisir partagé, merci. Je le disais, monsieur, nous allons évidemment planter le décor. Nous allons parler de cette relance de l'économie sur le continent. Monsieur Ouad, jusqu'où l'Afrique est-elle affectée par la crise liée à la Covid-19? La très bonne nouvelle, c'est que déjà, nous sommes la région du monde la moins affectée à côté de l'Océanie. C'est contre tous les pronostics du mois de février et du mois de mars. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'apparemment notre capacité de résilience était sous-estimée. Maintenant, la grosse difficulté, c'est peut-être l'endettement, les difficultés pour les entreprises à trouver des fonds de roulement pour se relancer. Donc il y a quelques soucis quand même, mais je pense que les lois de finances en cours de préparation devront nous éclaircir. Et le constat, il est le même également chez vous? Bon, absolument, parce que là on voit que l'Afrique a déjoué tous les pronostics, et là vraiment par rapport à l'ampleur de la crise qui était prévue, donc là vraiment on est loin de compte. Donc aujourd'hui, peut-être les effets que nous vivons, ce sont les effets liés à la crise, liés au confinement au début, et un peu les effets qu'on a exportés, donc liés un peu à la chute des prix des coûts des matières premières, également au tourisme également, parce qu'on a noté également qu'il y a du tourisme. Donc on est moins affecté du point de vue santé, mais économiquement on est plus affecté, je pense. Et que là, je pense que les autorités sont entendues sur des mesures fortes à prendre justement pour relancer de manière rapide l'économie, donc qui est vraiment qui est au niveau le plus bas. On a parlé évidemment de cette politique de relance, on parle de cette économie africaine fragilisée au contact de la Covid-19. Est-ce que ce marasme économique s'est un petit peu accentué avec la baisse des échanges avec la Chine, premier partenaire du continent? Alors, ce marasme s'est accentué déjà avec le confinement. La question que je me pose depuis lors, c'est de dire, est-ce que le confinement était nécessaire, le confinement strict à l'italienne ou à la française, puisque au vu des taux de contamination et autres, peut-être il y avait d'autres solutions, parce que ça a attiré des petites PME, ça a fait que beaucoup d'emplois ont été perdus. Il y a ici au Sénégal une enquête de l'Agence nationale des statistiques qui parle d'une baisse drastique du revenu des pères de famille, des ménages. Par rapport à la Chine, oui, non seulement il y a une baisse parce que tous les pays exportateurs de matières premières ont comme premier client la Chine. Et la Chine, premier partenaire sur le continent. Comme premier client d'abord, parce que c'est la Chine qui achète les matières premières et qui les transforme. Quant au partenariat, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Maintenant, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que la dépendance, trop de dépendance tue. Parce que notre fragilité vient du fait que nous dépendons énormément pour financer nos budgets, pour financer nos projets. Nous dépendons des bailleurs qui sont extérieurs à notre continent. Donc, ce qui fait que nous nous retrouvons à importer les fragilités nées ailleurs. La crise américaine, nous la vivons en partie. La crise européenne, nous la vivons en partie. Et on n'en dirait pas moins de la crise chinoise. La solution, c'est quoi? Je pense qu'il est temps de revoir les schémas de développement et de faire la promotion des schémas horizontaux, c'est-à-dire de l'intégration africaine. On en est là aujourd'hui, revoir le système sur le plan politique et économique également? Bon, je pense que la crise a permis de voir certains dysfonctionnements de nos économies.
et il est apparu lors de la crise qu'en fait que le confinement, comme ça a été souligné par M. Wade, a beaucoup affecté l'économie parce qu'on est dans un secteur informel. Et les mesures qui ont été prises, non seulement les mesures barrières, le confinement, l'état d'urgence également qui limitait un peu les va-et-vient, donc a ralenti beaucoup en fait, l'activité économique. Donc voilà, maintenant ce qui se passe, c'est qu'au début, on a beaucoup imité l'Europe. Donc l'Europe a fait ceci, pourquoi on peut faire passer cela. Et le débat a été porté au niveau national par les acteurs de la société civile, par les politiciens, donc relativement au début même à la fermeture de l'aéroport international. Donc ça a fait un débat énorme. Et finalement, l'État a rejoint cette opinion qui voulait que les frontières soient fermées. Est-ce que ça a été bénéfique? Et on se rend compte qu'au moment le plus fort de la crise, donc on a allégé les mesures d'urgence. Donc c'est un peu paradoxal, parce qu'on s'est rendu compte que les mesures qu'on avait prises n'étaient pas adaptées à notre économie, parce que notre économie est très informelle, et que les gens vivent du jour au lendemain, donc bloquer les familles dans leur maison alors qu'ils n'ont pas quelque chose pour manger ou bien pour souvenir à leurs besoins, c'est problématique. C'est en cela que peut-être que le plan de résilience qui a été proposé par l'État est venu à son heure, parce qu'il est venu appuyer un certain nombre, les familles les plus vulnérables. Donc ça a été quand même salué, et également salué la mise en place même du comité de suivi des opérations des forces Covid-19, donc qui est en train de faire un travail extraordinaire. Donc mieux même que les cours de contrôle, parce qu'en fait les structures qui ont reçu l'argent dans le cadre de ce plan de résilience, donc sachant qu'après il y a le contrôle du comité qui viendra avec toute son autonomie, également du point de vue juridique d'abord, parce que vraiment, donc, il faut le saluer. Ça a quand même contribué à mieux gérer les ressources qui ont été destinées justement à ce plan. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, bien sûr, mais quand même, à leur niveau également, ils ont un système de recueil des plaintes. On peut faire le suivi des opérations sur le terrain et au mieux apporter des réponses pratiques. Donc affecté, oui, donc par le confinement, donc le plan de résilience est venu atténuer les choses. Maintenant, il faut quand même relancer l'économie. Justement, en parlant de cette relance de l'économie, il va falloir faire des choix stratégiques. Lesquels vous semblent aujourd'hui prioritaires pour certains pays? Voilà, les choix stratégiques au niveau de toute l'Afrique, parce que tout le monde, tous les pays ont mis en place des plans de réponse, des plans de riposte. Qu'est-ce qu'on a constaté? Tous ces plans sont nationaux. Toutes les démarches entreprises par nos États pour financer ces plans de riposte sont aussi nationales. Nous avons vu des pays négocier avec de grandes entités, avec l'Union européenne, avec le G20, mais négocier en solo, individuellement. Cette crise a révélé une chose, c'est que l'Afrique est encore très peu intégrée au niveau des questions stratégiques. Là où l'Europe a réussi à lever 750 milliards d'euros sur le marché, dans un esprit de solidarité, parce qu'il ne fallait pas laisser les pays les plus touchés par le Covid, comme l'Italie, aller emprunter, parce qu'il l'aurait fait à des niveaux très élevés, à des taux très élevés. Donc l'Europe a trouvé une solution solidaire. Or, nous, en Afrique, où en est-on? Tous les pays négocient des dettes nationales individuelles. La CEDEAO n'a pas pu mettre en place un plan commun, un plan économique. L'Union africaine encore moins. C'est vrai qu'il y a eu une troïka amenée par quelques illustres ressortissants africains comme Tidjane Cham ou bien comme Ngozi Iweala, mais ça a fait long feu. Ça a vraiment manqué, cette solidarité africaine? Elle a manqué parce que vous savez, on est dans un monde de grands ensembles. Vous avez vu, on parle de l'initiative G20. L'initiative G20, ce n'est pas une initiative nationale, ce n'est pas une initiative de la France ou des États-Unis. C'est l'initiative des 20 pays les plus industrialisés. Or, en face, on a souffert de l'absence d'interlocuteurs groupés. On a trouvé les pays africains qui ont négocié un à un, chacun selon ses conditions, ses capacités, ses prévisions. Ils sont allés de manière un petit peu dispersée. De manière très dispersée. Alors, au résultat des courses, c'est que c'est l'intégration, c'est l'Afrique qui est écartelée, et c'est l'intégration qui en prend un sacré coup. Par exemple, la zone de libre-échange continentale qui devait entrer en vigueur au mois de juillet a été décalée en janvier. Espérons que ça ne soit pas encore décalé. Et deuxièmement, tout
tout le plan d'intégration de la CEDEAO aujourd'hui est remis en cause. Et l'un des exemples les plus illustrants, c'est peut-être la monnaie commune, l'éco, qui est complètement renvoyée au calendrier, je ne dirais pas grec, peut-être africaine ou ivoirienne. Et justement, on a également abordé, on parlait des différents plans, stratégies de relance proposés par les différents pays également pour relancer son économie. Nous allons parler effectivement du cas du Sénégal qui a décidé de miser sur le secteur informel et agricole avec un financement qui tourne autour de 22 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces choix? Peut-être avant de répondre à cette question, permettez-moi de réagir par rapport à propos de M. Wade. Je pense qu'il a comparé l'Europe et l'Afrique. C'est vrai que la comparaison n'a pas raison en fait. Parce que l'Europe au début s'est cherchée. Et on a vu qu'en fait il y avait des dissonances même entre les pays. Donc dans la mesure même dans la façon à prendre en charge de cette crise, même dans le cadre du financement de ce plan, 750 milliards d'euros, au début c'était pas d'accord parce que l'Italie avait son point de vue. Les pays les plus en dette avec le point de vue. Également il y a l'Allemagne et la France également qui avaient le point de vue. Donc l'avantage de l'Europe c'est qu'ils ont un budget commun. Donc ils peuvent de manière solidaire peut-être emprunter de l'argent pour faire face à certaines urgences. L'Afrique, c'est à ce niveau que le bas blesse. Et je pense qu'on devrait apprendre justement de cette situation pour mieux accélérer le processus d'intégration. Jusqu'à présent, on est à l'état théorique. On est à l'état théorique. Je pense que... Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, on a tiré les leçons de cette crise-là par rapport justement à ce point que vous venez de soulever? Je pense qu'en fait, pour cela, il faut que les pays se retrouvent pour justement faire une analyse approfondie de cette question. Je pense que la solution qui sortira de cette analyse permettra de voir quelle est la solution la mieux adaptée justement pour tous les pays africains. Alors moi je pense, cher monsieur Kébé, que cette crise a permis à l'Europe d'aller plus vers l'intégration parce qu'elle n'était pas intégrée au départ. Au mois de février, aucun Européen n'aurait parié sur une dette commune européenne. C'est impossible. Le budget de Bruxelles, de l'Union européenne, oui, mais chaque pays gère son propre budget. Peut-être qu'il y a des critères de convergence, des règles de contrôle, mais au mois de février, personne n'aurait parié sur un budget commun ou une démarche commune pour l'endettement. Or, en Afrique, au mois de février, tout le monde pariait sur une Afrique intégrée, puisqu'on a quand même des principes d'intégration tant au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, au niveau même de l'UEMOA, les 8 pays qui partagent quand même la même monnaie, mais aussi au niveau de l'Union africaine. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en temps de crise et de forte pression, les unions africaines se désintègrent. Et les solutions nationales reprennent le dessus. En Europe, quel que soit le populisme qu'on a vu, et Dieu sait qu'on en a vu durant la crise, on a quand même vu à la fin, la raison l'a emporté. C'est-à-dire cette dette commune, cette solidarité qui a été négociée par les grandes puissances européennes, que sont l'Allemagne et la France, et qui ont pu remorquer les autres malgré le scepticisme dans certains groupes de pays. Or, en Afrique, où sont les grandes puissances africaines? Le Nigeria et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'elles ont, durant cette crise, elles ont milité pour l'Afrique? Au contraire, on a plutôt vu une Afrique du Sud qui s'est barricadée très vite, un Nigeria qui s'est barricadé bien avant le Covid, vis-à-vis par exemple du Bénin et du Niger, pour sauver son économie. Donc, on n'a pas de locomotive en réalité. Et sans locomotive forte, sans engagement, sans puissance vraiment impliquée, on ne peut pas avoir de cette intégration économique. En fait, je suis tout à fait d'accord. Seulement la différence est qu'en fait l'Europe était à un niveau d'intégration plus avancé en fait. Et je pense que ce qu'il faut saluer, c'est la réactivité. Parce qu'il n'y a pas manqué de problèmes. Il y avait des problèmes, il y avait des désaccords au début, mais comme ils ont su surpasser ces contraintes et ces obstacles afin d'arriver à une solution commune en fait. Même dans l'utilisation de ce fonds, donc ça a fait débat. Donc au niveau africain, peut-être ce n'est pas manque de volonté politique. On a plus l'impression que c'était plus du sauf qui peut. Donc chaque État voulant sortir de la crise de ses propres ailes. Alors que ce n'est pas possible en fait. Si on prenait des situations avec la fermeture des frontières, donc ça a limité beaucoup d'actions d'intégration en fait. Je pense que dans ce stade, ce qu'il fallait, c'est juste par rapport à chaque pays, justement, comment justement prendre des initiatives au niveau interne afin de voir, en attendant que peut-être une solution régionale, communautaire puisse prendre forme. Maintenant, revenant à votre question par rapport au plan de relance, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a un plan de relance. Au début, on avait des priorités.
Les priorités, c'était miser sur les exportations. Les priorités en faisant un peu la promotion de l'import substituant. Il y avait également l'inclusion sociale, il y avait l'attractivité des IDE. Ça, c'était les priorités, en améliorant un peu le cadre de l'environnement des affaires. Je pense que sur ce point, c'était les priorités avant la crise. Maintenant, la crise est venue inverser les priorités. Donc, les gouvernants ont senti la nécessité de réviser la démarche et de voir comment maintenant, par rapport au document de politique de référence, qui est le plan Sénégal émergent, donc plus précisément le PAP 2, le plan d'action prioritaire numéro 2, comment justement ajuster ce plan par rapport justement à l'urgence qui est là. C'est en cela que peut-être un certain nombre de points ont été identifiés en misant un peu sur le secteur agricole pour un peu porter ce plan de relance. Mais quand on parle de plan de relance, c'est qu'il faut de la rapidité. Il faut que les leviers sur lesquels on puisse s'appesantir puissent relever rapidement l'économie. Est-ce que ce sont les bons pour le coup? Parce qu'on l'a dit, le Sénégal mise sur le secteur informel et sur le secteur agricole. Ce sont des bons leviers? Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on cherche de la rapidité. La rapidité, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut réellement, dans l'immédiat, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, donc vraiment permettre de relancer l'économie. On a vu qu'on s'approchait de l'hivernage. Il fallait vraiment miser sur la culture, faire en sorte qu'en fait la commercialisation puisse se passer, augmenter le budget de la commercialisation des produits pour qu'en fait les paysans puissent disposer d'assez de revenus. Maintenant, il y a un plan, en fait, des stratégies à long terme pour miser sur, en fait, portant sur les investissements, portant sur des réformes également. C'est pour ça qu'aujourd'hui le plan de relance est structuré autour de ces 3 points: la consommation, l'investissement et les réformes. La consommation, c'est dans l'immédiat, mais l'investissement et les réformes, ça c'est pas pour maintenant. Maintenant, ce qu'il faut retenir est qu'en fait, c'est l'approche keynésienne dans tout ça, mais on est dans un pays ouvert à l'extérieur. Et l'approche keynésienne n'est efficace que quand les pays justement sont peut-être les pays, la consommateur. L'approche keynésienne se base sur la consommation pour relancer l'économie. Et la consommation doit émaner des entreprises locales. Maintenant, si on mise sur la consommation alors que les produits qui sont consommés par les populations viennent de l'extérieur, ça pose problème. Évidemment. Est-ce que, pour rester sur les propos de Dr Kébé, est-ce qu'aujourd'hui, cette crise a justement remis à jour le projet du consommer local, produire et consommer local? Oui, en fait, la crise, d'abord, elle s'est traduite sur le champ économique par la nécessité d'avoir des cycles courts en termes de production. C'est-à-dire la souveraineté économique est remise un peu vraiment à l'ordre du jour. Alors qu'à un certain moment, on se disait non, nous sommes dans des chaînes de valeur de la mondialisation, on va se spécialiser par bout de chaîne. Et de toute façon, le monde est un marché qui est commun et qui va subvenir à tous les besoins. Et maintenant, tous les pays se disent qu'il faut une nécessité de produire sa consommation locale. Et là, le Sénégal, je pense, sur l'agriculture, c'est ça. Mais dans le PAP 2, je pense que l'accent est mis sur la transformation agricole, la transformation des produits, la transformation locale. Et là, c'est très important parce que c'est sur ça que le Sénégal peut faire des sauts en termes de valeur. Et deuxièmement, l'informel. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact social qui est capital quand même, puisque je pense que 80% peut-être des emplois que nous avons viennent de ce secteur-là. Et c'est paradoxal puisque qui dit secteur informel, normalement dit secteur qui échappe aux statistiques et qui n'est pas répertorié. Mais peut-être la réalité sociale, avec ou sans statistiques, elle est présente et elle est réelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut en dire sur ce plan de relance? C'est qu'à mon avis, ça pose cette nécessité d'élargir les marchés. C'est vrai que l'approche keynésienne repose sur la consommation, mais aussi l'investissement dans les projets structurants. Tout à fait. Et ces investissements et cette consommation vont se démultiplier si on avait des espaces plus larges que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou le Mali, si on avait par exemple des marchés à l'échelle de la CEDEAO ou même à l'échelle de l'Union africaine. Donc en fait c'est l'agenda que nous remettons de jour en jour depuis 1960 qui s'impose à nous en tant qu'Africains. La meilleure richesse de l'Afrique, en tout cas le moteur du développement, ce ne sont pas les matières premières, ce n'est pas le pétrole.
ce n'est pas le diamant, c'est le marché. Et vous ne pouvez pas avoir 1,2 milliard de personnes, avec aussi une classe moyenne évaluée à plus de 300 millions, c'est-à-dire presque la population américaine, et être pauvre. Si la Chine a rattrapé l'Occident, c'est parce qu'elle avait un levier puissant qui est le marché. Donc, structurons notre marché, relevons les barrières non tarifaires, harmonisons nos produits et par rapport à ça justement, M. Wade, est-ce que l'Afrique aujourd'hui évolue dans un modèle économique fiable par rapport à tout ce que vous venez de dire? Effectivement. Alors, modèle économique, oui, le seul modèle qui s'impose à nous par toutes les théories, c'est vraiment la valorisation de nos produits locaux. Vous ne pouvez pas être le Nigeria, vous êtes le 8e producteur mondial du pétrole et souffrir continuellement de la pénurie en essence et en gasoil. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas être le Sénégal, produire plus de 120 000 tonnes de mangue et importer du jus de mangue. Donc c'est une déperdition en termes de devises, en termes d'emploi, c'est une aberration économique. Donc le seul modèle qui puisse aujourd'hui, en revisitant la théorie des avantages comparatifs et autres, le seul modèle qui s'impose à nous, c'est la transformation de nos matières locales et, à mon avis, l'ouverture des marchés, l'élargissement des marchés, parce qu'à l'échelle du Gabon, 1 million d'habitants, vous ne pouvez pas faire des industries, à mon avis, très compétitives. Mais à l'échelle de la CEMAC, à l'échelle des grands ensembles, nous pouvons faire des industries et des sous-industries très développées avant d'attaquer le vaste monde. Et en parlant de cette relance de l'économie africaine, va-t-elle principalement dépendre de la relance de l'économie sur le plan mondial? Bon, pour les pays pour lesquels l'économie dépend fortement des coûts des matières premières, quand même, il faut s'attendre à ça. Mais ce qu'il faut noter est qu'en fait, ici au Sénégal, ce qu'il faut, c'est un leadership. Parce que si on regarde bien l'économie sénégalaise, depuis 2013-2014, on parle de croissance à 5%, 6%, 7%, et cette croissance ne peut s'apprécier nulle part. Où est cette croissance? Où est cette richesse qui est créée et que les populations devaient en profiter? Malheureusement, on ne voit pas cette croissance en fait. Parce qu'en fait, il y a ce manque de leadership. L'ensemble, la croissance est fortement appuyée par les dépenses publiques. Ça c'est vrai. Et quand même, il y a une limite objective en fait. Le secteur public ne peut pas continuer à porter la croissance. Il faut quand même s'intéresser aux stratégies de transfert de cette croissance, que ce soit porté par le secteur privé. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Et il y a un autre secteur aussi qui est là, le secteur informel, on en a parlé aussi. C'est comment aujourd'hui structurer ce secteur-là pour participer justement à cette reprise, cette relance de l'économie? Voilà, je parlerai avec, bien sûr, sous le contrôle du professeur Kébé. Moi, à mon avis, le secteur informel, c'est quoi? En fait, c'est le témoignage vivant de l'échec des politiques publiques en matière de développement des entreprises adaptées aux réalités locales. Le secteur qu'on appelle informel paye des impôts. Je pense que l'un des premiers postes de recettes du budget du Sénégal, c'est la TVA. Je pense que toutes les entreprises payent leur TVA. La plupart ont des patentes. Donc, il y a peut-être des réalités objectives à faire coïncider avec des réalités culturelles. L'acte d'entreprendre, peut-être, il est très différent. D'ailleurs, il est différent quand vous voyez les Asiatiques, l'approche asiatique, européenne. Il y a des différences fondamentales. Et l'État, en tant que force publique bienveillante, devrait peut-être trouver un petit peu le moyen de coïncider ces politiques objectives, l'inclusion fiscale, entre autres, avec les politiques et les réalités, en fait avec les réalités socio-culturelles du Sénégal. Maintenant, l'informel reste dans tous nos pays et c'est ça une réalité vraiment africaine, pourvoyeuse de 80%, voire plus des emplois. Et c'est énorme. Voilà, et c'est énorme, mais est-ce qu'il faut le déplorer en disant que les Africains ne veulent pas se formaliser,
ou bien il faut le déplorer en disant que ce sont les États africains qui n'ont pas encore trouvé la bonne respiration des sociétés africaines? En tout cas, la question, évidemment, elle se pose. Et c'est l'heure pour nous, messieurs, de marquer une courte pause. On se retrouve en deuxième partie d'émission sur le débrief. À tout de suite. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième partie de votre émission Le Débrief, toujours en compagnie de nos invités. Nous allons à présent parler de l'Afrique. L'Afrique qui doit environ 365 milliards de dollars au reste du monde. Et pour aider les pays africains à faire face à la crise sanitaire, les institutions internationales proposent d'alléger et de réduire cette dette, quand de l'autre côté, certains chefs d'État appellent à l'annulation totale de cette dette. Comment l'Afrique s'est-elle retrouvée aujourd'hui, docteur, à être aussi endettée? Bon, il faut relativiser en fait, parce qu'aujourd'hui l'appel à l'annulation de la dette, c'est différent de l'annulation de la dette dans la fin des années 90, début 2000. Parce que là-bas, carrément, c'était une situation de surendettement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'aujourd'hui, les pays à faible revenu, on sent la nécessité pour mieux faire face justement à la riposte face à la crise sanitaire, donc de disposer assez de ressources afin justement de pouvoir apporter les ressources idoines. C'est dans ce sens qu'en fait qu'ils ont pensé que si on annule les dettes, les ressources qui étaient réservées au paiement de la dette pourraient être utilisées justement dans le cadre justement du renforcement du système sanitaire dans certains pays qui est inexistant, également dans le cadre justement d'accompagner économiquement les populations. Mais qu'est-ce que nous apprend les expériences? En 2005, Sénégal a bénéficié d'une annulation, mais en fait, l'annulation est assortie d'une condition. C'est-à-dire qu'en fait, la dette qui a été annulée devait servir à financer, à prendre en charge les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc, les paiements de la dette devaient justement être utilisés justement dans le cadre dans le secteur social de base. Tout à l'heure, vous avez évoqué le secteur informel. Aujourd'hui, si le secteur informel constitue aujourd'hui une bombe pour nos économies, en fait, une opportunité à la fois bonne, parce qu'il faut voir comment prendre ça en charge, c'est parce qu'en fait, les initiatives n'étaient pas prises les bonnes initiatives n'étaient pas prises en charge depuis des décennies, afin de former les populations, de renforcer un entrepreneuriat, de les former, de renforcer le système sanitaire. Aujourd'hui, pour que les populations, enfin les jeunes, je veux dire, qui sont là aujourd'hui, puissent être des jeunes entrepreneurs qui peuvent se prendre eux-mêmes en charge, même si parfois les réponses apportées à l'État sont un peu défiantes. Maintenant, pendant des décennies, on est resté sans rien faire, donc on a laissé ces jeunes grandir, donc n'ayant pas des cycles officiels, donc ils se sont reconvertis dans le secteur informel. Et l'autre aspect, c'est culturel. M. Wade l'a souligné tout à l'heure, c'est quelle est notre compréhension du travail? Est-ce que pour un jeune, avoir du travail, c'est avoir un bureau avec costume, donc sortir le matin à 8h et revenir à 20h? Donc pour l'opinion générale, la bonne partie, la compréhension du travail, c'est ça. Quand j'aurai mon bureau, quand j'aurai ma voiture. Donc les jeunes ne s'imaginent pas comment justement entreprendre pour, même s'ils ne sont pas dans les bureaux, être autonomes économiquement et pouvoir conduire eux-mêmes leurs propres affaires. C'est ce qui explique aussi aujourd'hui un petit peu cet endettement-là du continent, monsieur Wade. Alors, moi je pense que l'endettement est la résultante de l'échec des politiques publiques et des politiques économiques depuis les années 60. Il y a eu effectivement une annulation, mais sous fortes conditions. Notamment, on a orienté les États vers la réduction de la pauvreté, c'est déplacer une problématique économique vers un petit peu une dimension humanitaire. La Banque mondiale même, durant ces années-là, a cessé d'être cette banque de développement pour être une banque qui intervient dans la réduction de la pauvreté. Toutes les institutions entre les années 90 et 2000 se sont reconverties à la réduction à la pauvreté. Or, la nécessité de l'Afrique, c'est de sortir de la dépendance, de la mendicité. Donc, c'est de s'éloigner de l'humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est quoi? C'est pallier, ce n'est pas résoudre. Donc, les politiques économiques ont pour rôle non pas de réduire la pauvreté, mais de développer. C'est-à-dire, et le développement passe par le secteur privé. C'est vrai que l'État, en tant que force d'impulsion, ne peut pas aller jusqu'au bout de la chaîne.
Il faudrait que l'État sache que son rôle, c'est d'encadrer et de réguler, et qu'il y a un partenaire qui est le privé, qui doit jouer le plus grand rôle en matière de développement. Les forces structurantes découlent des champions nationaux. Et les champions nationaux, c'est des locomotives qui doivent entraîner les wagons, que sont les PME. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la plupart de nos pays africains, c'est qu'il y a une foultitude de PME. Il y a une effervescence énorme dans le domaine, par exemple, de la fintech, dans le domaine tertiaire en général. Il y a beaucoup de PME dans les zones urbaines et périurbaines. Maintenant, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas une politique d'accompagnement. L'État les laisse dans l'angle mort. On le voit déjà dans le plan PAP 2, où on met l'accent sur l'informel et l'agriculture. Mais l'une des forces du Sénégal aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment les PME. Et c'est l'auto-entrepreneuriat, parce que les jeunes commencent à comprendre aussi que le modèle de papa, il est mort. On ne peut plus sortir de l'université et décrocher son premier job. Donc, beaucoup de jeunes font de l'auto-entrepreneuriat, parfois sans le savoir, à la manière de M. Jourdain. Et justement, on a parlé de cette dette énorme du continent, qui se chiffre à 365 milliards de dollars. Comment cette somme a-t-elle été utilisée sur le continent? Alors, la dette, 300 milliards, ce n'est rien comparé au potentiel humain africain, au potentiel démographique, aux ressources africaines. L'Afrique qui est l'un des principaux pourvoyeurs de l'or dans le monde. L'Afrique qui est de plus en plus la grande rivale du Moyen-Orient en matière du pétrole. L'Afrique qui connaît des découvertes, les plus grandes découvertes en gaz ces dernières années, c'est en Afrique. Donc 300 milliards, ce n'est absolument rien. Rien que les États-Unis d'Amérique, plus l'Union européenne et le Japon, ont émis pour l'équivalent de 7 000 milliards de dollars. Depuis le mois de mars. Donc c'est pour vous dire, en mettant ces chiffres côte à côte, on voit bien que 300 milliards, ce n'est pas grand-chose pour l'Afrique. Maintenant, de quelle Afrique parle-t-on? Si c'est de l'Afrique morcelée, oui, dans certaines zones, ça pose problème. La Zambie vient de faire défaut par rapport à son eurobond. Il y a de fortes craintes sur l'Angola. Il y a des craintes de plus en plus encore fortes sur d'autres pays, comme le Mali par exemple. Donc, si on prend les pays un par un, il y a en fait, c'est le traumatisme des années passées, mais il y a une vraie équation, qui est l'équation de la dette. Mais ce n'est pas tant le niveau et le taux d'endettement qui fait problème que la capacité des pays à faire face à leurs engagements. Là, il y a un vrai problème. Comment aujourd'hui les eurobonds que nous avons émis depuis 2013, parce que c'est là où on est rentré véritablement dans ce marché-là qui est très attractif avec des taux qui étaient très abordables, comment ferons-nous face à ces eurobonds? Voilà une question importante, d'autant plus importante que la dette privée ne fait pas partie des conditions négociées dans le cadre du G20 pour la suspension de la dette. Justement, une suspension, une annulation totale de la dette. Une doléance émise par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi lors évidemment de l'Assemblée nationale de l'ONU. Comment, et justement, l'Afrique va-t-elle profiter de cette doléance si jamais elle est effective, cette annulation totale de la dette? Je pense que nos autorités devraient réfléchir, anticiper la réflexion dans ce sens. Parce qu'il ne s'agit pas de... D'abord, je commencerai pourquoi l'ampleur de la dette aujourd'hui africaine. C'est parce qu'en fait, quand on rembourse, quand on emprunte, c'est pour travailler. Donc, on doit utiliser l'argent dans les secteurs productifs afin que ces secteurs puissent contribuer à accroître la croissance qui est fondamentale dans le cadre du remboursement. Mais est-ce que ça a été le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le Sénégal, on s'est aperçu que la croissance avait commencé justement à aller vers le haut depuis 7 ans. Maintenant, la crise est venue estomper cette croissance. Aujourd'hui, on parle de moins 0,7 de croissance. Donc ça pose problème. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, notre capacité de faire face au remboursement de la dette est remise en cause. Parce que c'est la croissance même qui porte le remboursement de la dette. Maintenant, si la dette est empruntée, alors que l'utilisation de la dette ne permet pas n'est pas utilisée dans des secteurs productifs permettant de générer des richesses supplémentaires afin de renforcer la capacité de remboursement de la dette, à ce niveau, ça pose problème. Vous avez parlé de l'appel du président
Tshisekedi. Donc je rappelle également que le président Macky Sall était le premier dès avril, au mois d'avril, à lancer cet appel. Donc depuis lors, l'appel a fait du chemin et il paraît qu'en fait que beaucoup de pays ont adhéré à cette initiative. Mais là, je sais quoi, est-ce qu'aujourd'hui on doit appeler à annuler la dette tout en ne sachant pas quoi faire de cette annulation, ou bien d'abord on doit réfléchir par rapport sur des stratégies déjà bien définies afin de voir les stratégies, les moyens de financement, et si ça veut qu'en fait que l'annulation de la dette est un outil fondamental pour justement financer ces stratégies, justement qu'on demande justement cette annulation. J'avais réagi par rapport à cet appel, donc dès les premières heures, donc j'avais dit qu'en fait c'est un appel qui est prématuré, dans la mesure où la crise ne frappe pas uniquement l'Afrique. La crise ne frappe pas uniquement les pays à faible revenu. La crise a frappé tous les pays. Et les investisseurs, l'endettement, ce sont des investisseurs. La dette multilatérale, ce sont des investisseurs qui donnent l'argent à la Banque mondiale. Parce que c'est là aussi le problème. Eux aussi, ils ont été impactés par la crise. La Banque mondiale... Peut-être je te mets sur ça, si vous permettez. Oui. Ce sont des investisseurs aujourd'hui qui ont prêté leur argent. Et maintenant, imaginez-vous que cet argent soit, que l'argent soit annulé, que cette aide soit annulée. Quel est l'effet de cette annulation sur les marchés financiers? Je pense que les répercussions à craindre sont beaucoup plus importantes que même l'idée même d'annuler la dette. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, ces institutions internationales proposent un moratoire que d'une annulation totale? Effectivement. Alors, c'est une suspension temporaire de 6 mois. D'ailleurs, la bonne nouvelle, je pense que l'appel du président Macky Sall et du président Tshisekedi a été entendu, puisque le G20 vient de proroger encore de 6 mois. 6 mois. Donc, de décembre à juin 2021. Et puis ça peut être encore prorogé, c'est-à-dire le paiement des intérêts du service de la dette, de 6 mois supplémentaires, ce qui ramènerait le tout à 18 mois. Et il y a une option maintenant qui est très discutée, c'est pour annuler la dette des pays les plus endettés, les plus touchés par le Covid. Ce ne sont pas que des pays africains. C'est 76 pays, il y a d'autres pays, d'autres contrées qui ne sont pas africaines. La Banque mondiale, effectivement, c'est des bailleurs qui prêtent parfois à la Banque mondiale, mais la Banque mondiale a des instruments et des mécanismes qui font qu'elle n'est jamais en défaut par rapport à ces bailleurs. Je pense qu'elle a inventé dernièrement, ou elle a mis en application les Corona Bonds, qui vont lui permettre de rembourser ou bien de trouver, en tout cas, de transformer ça en instrument, un placement très intéressant pour ces bailleurs. Maintenant, côté Afrique, la vraie question, ce sont les eurobonds. Parce que jusqu'à présent, le club de Londres n'a pas adhéré à ces suspensions de dette. Et vous avez vu les agences de notation, elles sont très conservatrices par rapport à cette suspension de la dette. Tous les pays qui ont signé ont vu leurs notes mises en observation dès le jour de la signature. Donc, ce qui veut dire que le marché est très frileux par rapport à ces politiques. Et ça risque de condamner la relance, parce que les pays africains, leur objectif, ce n'est pas d'obtenir des suspensions de la dette, mais c'est de faire la relance, la vraie relance économique, qui puisse un petit peu nous raccorder au taux de croissance de 6-7% qu'on avait. Et pour avoir cette relance, il faudrait aussi lever des fonds. Il faudrait s'endetter et en devise. Et là, si vous avez des a priori négatifs de la part des agences de notation comme Moody's et autres, ça risque de compliquer la tâche. Justement, Monsieur Wade l'a souligné, Dr Kébé, au terme évidemment, le continent devra contracter de nouveaux emprunts. Comment faut-il aujourd'hui, cette fois-ci, investir cet argent pour créer de la richesse? Je pense que le continent devrait même changer de stratégie. Parce qu'à chaque fois, emprunter, on s'est vous demander l'annulation, parfois ça devient même... Voilà, ça devient même voilà, ça devient pas sérieux en fait, c'est plus sérieux en fait. Je pense qu'on doit s'intéresser maintenant aux stratégies à développer, même si on doit s'endetter, voir des endettements qu'on puisse maîtriser en fait. C'est en cela qu'en fait je préconise que l'endettement aujourd'hui des pays africains doit être tourné vers le marché intérieur. Ici, on a le marché financier de l'UEMOA. Je pense qu'en fait, si on
tourner, c'est vrai que la capacité de mobiliser des fonds n'est pas tellement au même niveau que l'étranger, mais quand même on peut commencer à mettre le curseur là-dessus et l'expérimenter. Parce que des études ont montré qu'en fait que l'endettement intérieur est beaucoup plus favorable à la soutenabilité de la dette que l'endettement extérieur. Et là aussi, par rapport à cette annulation de la dette, on voit que certains pays africains vont de manière aussi un petit peu dispersée. Quand on voit que l'Afrique du Sud, derrière, s'est un petit peu opposée à cette annulation totale de la dette. Effectivement, il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Je pense qu'il y a eu un vrai débat au mois de mars, avril et mai. Le Bénin. Il y a eu en fait 23 pays qui avaient, en tout cas à partir de juin, il y avait 23 pays africains qui avaient adhéré à l'initiative d'IG20. Il y avait 13 pays qui avaient dit non, dont le Bénin, mais aussi dans la Somalie. C'était une question de principe. Mais je pense qu'au final, ceux qui ont emporté le débat, c'est ceux qui avaient prôné dès le départ pour une annulation. Parce que l'Afrique, j'ai envie de dire, l'Afrique n'a rien volé à personne. Parce que ce que nous avons obtenu, c'est peanuts par rapport aux mesures prises par les États-Unis. Par exemple, c'est une injection sans contrepartie d'argent frais sur le marché. On parle de 7 000 milliards de dollars quand même. Avec des taux, avec des taux négatifs. Donc on a tout fait, on a pris des mesures peu orthodoxes pour relancer l'économie. Or nous, on se pinaille sur 300 milliards que nous n'aurons pas, puisque c'est ce que la Troïka africaine voulait, la Troïka dépêchée par l'Union africaine, voulait négocier une annulation de 300 milliards. Je pense que ça n'a pas marché. Donc c'est pour vous dire que le débat qu'on avait, il était intéressant parce que des pays comme le Bénin ont dit nous voulons garder notre note pour pouvoir lever de l'argent. On pense déjà à la relance, mais je pense qu'aujourd'hui même le Bénin va se ranger sur la seconde option puisqu'on ne parle plus de 6 mois, on parle de 18 mois, voire derrière d'une option. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas revenir aux années passées, c'est-à-dire aux années post-PPTE. On nous avait annulé et tout de suite on a reconstitué notre endettement dans des projets très peu productifs. Mais ça aussi c'est un peu structurel. Regardez le cas du Sénégal. Si vous voulez vous endetter pour par exemple construire un train, comment on l'appelle encore, le TER. Le TER. Voilà. Ce train, si toutes ses composantes sont importées, si même la main-d'œuvre, la technicité, tout est importé, donc fatalement, votre endettement va se reconstituer très vite. Dès que vous avez 3 projets, vous avez déjà un taux d'endettement élevé. Tout cela, ça montre la nécessité de créer un écosystème. En Afrique, un écosystème de produits et de services, un écosystème dans la sous-traitance industrielle. Et c'est là où nos pays ont acquis un retard énorme. Nous n'avons pas une politique aujourd'hui industrielle, nous n'avons pas un secteur ferroviaire dense. Or, vous avez les mêmes pays qui ont emprunté pour le train. Je prends le cas du Maroc. Le Maroc a construit la LGV, la ligne à grande vitesse, entre Tanger et Casablanca. Donc, c'est 4 milliards TTC, l'endettement. Et ces 4 milliards, il y a un groupement français, dont Alstom. Finalement, je pense qu'à partir de décembre 2021, la dette va être remboursée. La dette liée à ce train à grande vitesse. C'est pour vous dire que le secteur il est extrêmement rentable, en dépit des débats et consorts. Et pourquoi le pays a du mal à suivre l'exemple, par exemple, du Maroc? Maintenant, juste pour finir sur l'exemple du Maroc, maintenant sur le tronçon Casablanca-Marrakech, il y a eu un appel à concurrence parce qu'Alstom et Consortium ont obtenu le premier marché de gré à gré et ils l'ont facturé à 4 milliards. Or, sur le tronçon Casablanca et Marrakech, quand il y a eu l'appel à concurrence, des groupes chinois ont pu proposer pour 2 milliards, c'est-à-dire 50% de moins que ce qu'avait proposé la partie française. Donc ça pose un débat. Le débat, c'est la soutenabilité de la dette. Elle repose aussi sur la qualité des marchés publics. Si nous, on s'engage sur des contrats où les factures sont décorrélées par rapport au coût réel, on risque de se retrouver avec des taux d'endettement élevés. Aujourd'hui, si Alstom veut construire la ligne Casablanca-Marrakech, il doit s'aligner, c'est-à-dire baisser de 50% sa facture par rapport au premier tronçon.
Vous partagez, vous êtes d'accord? Allez-y, oui, vous voulez rebondir sur... Peut-être compléter pour dire qu'en fait, ce qu'ils font fondamentalement, vous avez évoqué le cas des marchés, c'est vrai, mais c'est renforcer la présence du secteur privé en fait. C'est-à-dire, on le dit souvent, mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Si les dépenses publiques lancent l'économie, mais c'est seulement quand ça profite justement aux résidents. Ce qui se passe, c'est que ce sont des entreprises étrangères qui sont là, qui captent les fonds, parfois qui sous-traitent une faible partie par rapport pour les entreprises locales, et l'autre partie est amenée chez eux. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est réinvesti au niveau de notre pays. Donc, pour cela, il faut que, justement que le secteur privé soit fort et que gagne des marchés et que cet argent puisse être réinvesti au niveau national et que cela puisse créer des emplois. Et quand on crée des emplois, donc ce sont des revenus qui sont distribués. C'est de la consommation qu'on relance, donc ce sont des impôts qui sont payés, c'est de l'argent qui repart au niveau des caisses de l'État et qui doit être réinvesti justement pour un peu que le circuit puisse continuer. Maintenant, s'il s'agit des entreprises étrangères qui gagnent des marchés, et justement l'argent n'est pas réinvesti, donc si on s'endette même si avec des taux très bas, donc justement à chaque fois on sera dans des situations à demander une annulation de la dette. Justement, on a parlé de... Docteur Kébé a parlé évidemment du secteur privé, qui invite le secteur privé à gagner les marchés, mais derrière, il faut également l'accompagnement des autorités, des dirigeants africains. Vous avez parlé tout à l'heure de revoir le système, l'écosystème même sur le continent. Oui, je pense que Dr Kébé va parler de la préférence nationale ou communautaire, puisque nous sommes dans une zone... Ça, c'est déjà régi par le code des marchés, oui. Effectivement. Mais quand même dans les conditions d'octroyer les marchés, enfin les gros marchés, je veux dire, si pour les gros marchés, on parle d'une entreprise française, d'autres entreprises, alors que les entreprises locales sont là, et ça pose un autre débat, c'est-à-dire maintenant pour le problème de la représentativité même du secteur privé. Si vous suivez le débat, aujourd'hui, la société civile est éclatée en fait. Moi, à mon avis, c'est plus des représentations des organisations patronales françaises que des structures qui sont là pour prendre en charge justement les préoccupations des employeurs. Je pense que le débat s'est posé. On a vu la sortie récemment de Serigne Mboup, donc qui préconise un peu une stratégie pour un peu contrer pour une société, en fait, un secteur privé représentatif justement des différents acteurs et que cela puisse prendre en compte justement que l'État est un interlocuteur justement qui est fiable et qui peut prendre en charge les préoccupations justement des employeurs. En parlant de cette dette, M. Wade, on va revenir sur un point qui paraît évidemment assez crucial, la fuite des capitaux. Est-ce que cette fuite des capitaux a également amplifié cette dette sur le continent? Oui, peut-être en termes de... la fuite des capitaux a surtout affaibli les États parce que c'est du manque à gagner. C'est des recettes en moins pour les États. Donc la structure bilancielle des États en souffre. Maintenant, la fuite des capitaux, comme l'a dit le rapport Thabo Mbeki, le fameux rapport que nous avons, elle est à 80% dit par les multinationales. On a tendance, toutes les initiatives, l'initiative par exemple pour la transparence des industries extractives, met le curseur sur le rôle des États et oublie que ce sont les multinationales en fait qui sont indexées. Donc là, il y a certainement, il y aura des préoccupations par rapport au rôle des multinationales et à comment faire pour amener les multinationales à adhérer à d'autres initiatives autres que les litières. Et on va justement continuer à parler de cette dette, on va dire ce souhait des chefs d'État africains, en l'occurrence le président congolais Tshisekedi. On va peut-être revenir sur les bailleurs de fonds. On l'a dit, eux aussi, ils ont été évidemment affectés par la crise. Ça va être difficile pour eux derrière ce coût-là de l'annulation totale de cette dette. Alors, l'Afrique reste une terre d'opportunités. Moi, si je suis un bailleur de fonds, je suis un fonds britannique ou un fonds américain qui gère des milliards de dollars, je ne vais pas les placer sur des marchés où les rendements sont négatifs. Parce que je suis tenu à des critères alpha et bêta, des critères de performance. Donc je vais les investir dans des endroits où je suis sûr d'avoir des rendements de 8 à 12%. Voire plus, à 15%. Et l'Afrique, c'est pourquoi il y a quelques années, on parlait de l'Afrique dernière frontière de l'investissement. C'est le seul endroit au monde où vous avez des taux de retour très élevés.
Et autre chose, les fonds, par exemple, de private equity, de capital investissement, pour la plupart des sorties, en tout cas, qui sont opérées ces 5 dernières années, on a des TRI, des taux de rendement intérieur de l'ordre de 20%. Donc c'est pour vous dire la violence avec laquelle l'Afrique, qui est une terre d'opportunité, est vraiment une terre d'opportunité. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est essayer de mettre en place un modèle inclusif. Toute cette croissance de 6, 7, 8, 10%, les flux de cette croissance sont réexportés sous forme de dividendes, et c'est normal, un investisseur, il faut qu'il rapatrie ses dividendes. Et en développant un secteur privé fort, on retient le maximum de fruits de la croissance au niveau local. On le retient sous forme d'emploi, on le retient sous forme d'investissement. Juste un seul exemple, dernièrement sur le marché financier de l'UEMOA, entre le mois de mars et ce mois d'octobre, il y a eu une émission de 2000 milliards de francs CFA au profit des États. Et cette émission a été souscrite entièrement par les banques locales, pas par les banques étrangères, qui sont pourtant les plus puissantes au niveau de la région. Ce sont les banques locales. Quelles leçons peut-on en tirer? C'est que sans secteur privé local fort, l'État ne peut pas être fort. Si ces banques locales ne s'étaient pas impliquées, nos États n'auraient pas pu financer leur politique d'urgence. Donc c'est très important quand même d'avoir un secteur privé fort dans toute politique de développement. Exactement, un secteur privé fort dans toute politique de développement. Et malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Dr Ndongo Mané Kébé. Vous êtes chercheur au laboratoire de recherche économique et monétaire. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Et en face de vous, Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et c'est la fin de votre émission Le Débrief sur Média TV Afrique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.